Pendant des décennies, le monde a regardé l'Algérie avec une seule paire de lunettes. Du gaz, du pétrole, une station-service géopolitique au bord de la Méditerranée, un pays dont la valeur se résumait à la quantité de barils qu'il pouvait pomper et au mètre cube qu'il pouvait envoyer par gazoduc vers l'Europe. Cette lecture n'était pas simplement réductrice, elle était, et elle reste, une erreur d'analyse fondamentale. Parce que sous le désert, dans les entrailles des montagnes kabyles, dans les profondeurs des eaux sahariennes, dans les cerveaux d'une jeunesse algérienne connectée et déterminée, il y a quelque chose que la plupart des analyses internationales n'ont pas encore pleinement mesuré. Une forteresse économique en construction. Silencieuse, méthodique, financée, en cours d'exécution. Ce que nous allons analyser aujourd'hui, ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des discours politiques destinés à faire rêver une population en attendant les prochaines élections. Ce sont 10 piliers stratégiques documentés, des chantiers actifs, des investissements engagés, des partenariats signés, qui dessinent ensemble l'architecture d'une puissance régionale en train de se construire sous nos yeux. Et l'horizon de cette construction a un nom précis, 2030. Restez avec moi jusqu'au 10e pilier, parce que le dernier est celui qui conditionne la réussite de tous les autres, et c'est peut-être le plus sous-estimé de tous. Pilier 1. L'eau. La guerre de survie que l'Algérie est en train de gagner. Commençons par une vérité brutale que les économistes du développement répètent depuis des décennies, mais que les analyses géopolitiques populaires ignorent systématiquement. Sans eau, il n'y a ni agriculture, ni industrie, ni croissance démographique viable, ni paix sociale durable. Sans eau, tous les gisements de fer et de phosphate du monde ne valent rien. L'eau n'est pas le premier pilier de la puissance algérienne parce qu'il est le plus spectaculaire. Il l'est parce qu'il est la condition de possibilité absolue de tout le reste. Et l'Algérie est en train de le comprendre et d'agir en conséquence avec une urgence et une échelle que peu d'observateurs extérieurs ont réellement mesurées. Le programme national de dessalement représente un investissement global estimé à 5,4 milliards de dollars. La première phase, d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, a abouti à la mise en service de 5 mégastations de dessalement en 2024. L'objectif de cette première phase était de faire passer la capacité nationale de production d'eau dessalée de 2,2 à 3,7 millions de mètres cubes par jour. Ces chiffres méritent d'être digérés lentement. On parle de 3,7 millions de mètres cubes d'eau produits chaque jour à partir de l'eau de mer, dans un pays qui fait face à un stress hydrique croissant lié au changement climatique qui frappe le Maghreb avec une intensité que les modèles des années 1990 n'avaient pas pleinement anticipée. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Pour l'horizon 2030, une deuxième phase de 3 milliards de dollars prévoit la construction de 6 usines supplémentaires. L'objectif final, atteindre une capacité de production de 5,8 millions de mètres cubes quotidiens, ce qui signifie couvrir 60% des besoins en eau potable de l'ensemble de la population algérienne uniquement à partir de l'eau de mer. La technologie utilisée est l'osmose inverse, le processus le plus efficace actuellement disponible pour le dessalement à grande échelle. L'opérateur principal est l'Algerian Energy Company. Et l'État algérien subventionne massivement ce secteur pour maintenir le tarif de l'eau dessalée entre 52 et 100 dinars le mètre cube pour le consommateur final, alors que le coût réel de production est significativement plus élevé. Ce n'est pas de la philanthropie économique, c'est un calcul stratégique précis. Le prix de la paix sociale, le prix de l'indépendance vis-à-vis des aléas climatiques, le prix d'une base de stabilité sans laquelle aucun projet industriel ambitieux ne peut réellement se déployer. D'ici 2030, avec 25 usines opérationnelles réparties le long du littoral méditerranéen algérien, l'Algérie aura construit ce que l'on peut appeler un bouclier bleu, une architecture de sécurité hydrique qui rend le pays structurellement indépendant de la pluviométrie pour ses besoins en eau potable urbaine. C'est la base de tout le reste. Pilier 2, l'agriculture saharienne, la revanche géographique. Une fois l'eau sécurisée, la question suivante est inévitable. Comment nourrir une population de plus de 45 millions d'habitants sans dépendre de navires étrangers qui apportent chaque année des milliards de dollars de céréales importées? La réponse algérienne à cette question est l'une des paris stratégiques les plus contre-intuitifs et les plus ambitieux que ce pays ait jamais formulés. Cultiver le Sahara. Pendant des décennies, le désert algérien était perçu comme un obstacle au développement, une immensité inutile, vide, hostile à toute activité économique productive autre que l'extraction pétrolière. Aujourd'hui, cette vision est en train d'être radicalement renversée.
Le sud algérien, notamment les wilayas d'Adrar, de Timimoun et d'El Oued, est en train de se transformer en ce que certains analystes agricoles commencent à qualifier de nouveaux greniers de l'Afrique du Nord. Comment ? Par la convergence de deux ressources que l'Algérie possède en abondance et qui, combinées, rendent l'agriculture saharienne viable et compétitive. Les nappes phréatiques albiennes et néocomiennes, d'immenses réservoirs d'eau souterrains qui s'étendent sous le Sahara algérien, représentent une ressource hydrique considérable. Et l'énergie solaire, disponible en quantité quasi illimitée dans le désert, permet de pomper et de distribuer cette eau à des coûts énergétiques de plus en plus compétitifs. L'État algérien a distribué des centaines de milliers d'hectares à des investisseurs publics et privés prêts à relever le défi agricole saharien. Ce qui émerge dans ces zones, ce sont des fermes géantes mécanisées, utilisant des systèmes d'irrigation à pivot qui couvrent des superficies spectaculaires, des cercles verts qui tranchent de manière saisissante avec l'ocre du désert. L'objectif affiché est l'autosuffisance en blé dur, en orge et en maïs. Et les résultats commencent à être tangibles. En 2024, la facture d'importation algérienne de céréales a significativement diminué grâce aux rendements agricoles sahariens qui montent en puissance. Mais les cultures maraîchères d'El Oued méritent une mention particulière. Cette région, longtemps connue pour ses dunes de sable et ses palmiers, produit désormais des quantités considérables de pommes de terre et d'autres légumes qui inondent les marchés nationaux et commencent à s'exporter vers les marchés régionaux. Cette stratégie agricole saharienne a une dimension qui dépasse largement la simple sécurité alimentaire. Cultiver le désert, c'est aussi occuper le territoire. C'est créer une présence économique et humaine dans des zones frontalières qui, laissées vides, constituent des espaces de vulnérabilité face à l'instabilité qui caractérise le Sahel voisin. C'est transformer le vide géographique en richesse productive. C'est une réponse économique à un défi sécuritaire. Pilier 3, Gara Djibilet, le géant de fer qui va rugir. Nous arrivons maintenant au projet qui concentre le plus d'attention internationale parmi les analystes miniers et sidérurgiques, et pour de bonnes raisons. Gara Djibilet. La wilaya de Tindouf, l'un des plus grands gisements de minerais de fer recensés sur la planète, avec des réserves estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes. Ce chiffre mérite une contextualisation. Des réserves de 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer représentent de quoi alimenter une sidérurgie nationale de premier plan pendant plusieurs siècles, tout en exportant massivement. C'est une ressource d'une ampleur qui dépasse l'entendement immédiat. Et pourtant, ce gisement est resté pratiquement inexploité pendant des décennies. Deux obstacles structurels bloquaient son développement. La géographie d'abord, le gisement est situé dans l'une des régions les plus isolées et les plus difficiles d'accès d'Afrique du Nord, loin de toute infrastructure de transport capable de prendre en charge des volumes industriels de minerais. La chimie ensuite, la teneur élevée en phosphore du minerai de Gara Djibilet le rendait cassant et incompatible avec les processus sidérurgiques conventionnels qui exigent un acier de qualité structurelle. Ces deux obstacles viennent d'être levés simultanément, ce qui transforme Gara Djibilet d'une promesse géologique en projet industriel réel. Sur le plan technologique, les processus modernes de déphosphoration permettent désormais de traiter efficacement ce type de minerai à forte teneur en phosphore. Des consortiums chinois spécialisés dans cette technologie ont conclu des partenariats avec les opérateurs algériens. L'obstacle chimique est résolu. Sur le plan logistique, l'Algérie construit une ligne ferroviaire de près de 1000 km, reliant Tindouf à Béchar et de là au réseau ferroviaire national, pour acheminer le minerai depuis le gisement jusqu'au complexe sidérurgique du Nord et au port d'exportation. C'est un chantier titanesque dans l'environnement le plus difficile du monde, mais les travaux sont lancés, les équipes sont sur le terrain. L'objectif d'ici 2026 est que les premiers convois de minerais commencent à traverser le désert vers le nord, et l'objectif à moyen terme est que l'Algérie devienne non seulement autosuffisante en acier pour sa demande intérieure, construction, infrastructure, industrie automobile, mais qu'elle devienne un exportateur significatif de minerais de fer et de produits sidérurgiques sur les marchés africains et méditerranéens. C'est l'acier qui construit les nations modernes, et Gara Djibilet est la fondation de la puissance industrielle algérienne. Pilier 4. Le projet phosphate intégré.
la diplomatie par les engrais. Si l'acier construit les villes, le phosphate nourrit les populations. Et dans le contexte géopolitique actuel, marqué par les disruptions créées par la guerre en Ukraine sur les marchés mondiaux des engrais, celui qui contrôle les exportations de phosphate transformés dispose d'un levier diplomatique et économique considérable. L'Algérie possède des réserves considérables de phosphate dans les régions de Tébessa et Soukaras, à l'est du pays. Mais pendant des décennies, l'Algérie exportait essentiellement de la roche phosphatée brute, la forme la moins valorisée de cette ressource, et importait en retour des engrais transformés à des prix significativement plus élevés. C'était une aberration économique classique, vendre la matière première au prix le plus bas, racheter le produit transformé au prix le plus fort. Une forme de dépendance industrielle qui coûtait des milliards à l'économie nationale. Le projet Phosphate Intégré, PPI, est la réponse à cette aberration. Avec un investissement total de 7 milliards de dollars, il vise à créer une chaîne de valeur complète et intégrée sur le territoire algérien. L'extraction du minerai à Tébessa, la transformation chimique à Soukaras, la production d'engrais phosphatés et d'ammoniac à Skikda et Annaba, et l'exportation par les infrastructures portuaires de la côte Est. L'ambition est explicite et mesurable. Hisser l'Algérie dans le top 3 mondial des exportateurs d'engrais. Une ambition qui, quelques années avant la guerre en Ukraine, aurait pu paraître excessive. Dans le contexte actuel, où les prix des engrais ont atteint des niveaux historiques et où de nombreux pays africains et asiatiques cherchent désespérément à diversifier leurs sources d'approvisionnement, cette ambition est parfaitement calibrée. La dimension stratégique va bien au-delà de la simple rentabilité commerciale. Quand vous fournissez à un pays les engrais qui permettent de faire pousser les cultures qui nourrissent sa population, vous ne construisez pas simplement une relation commerciale. Vous créez un lien de dépendance mutuelle bénéfique, ce qu'on peut appeler le soft power par la sécurité alimentaire. Un levier diplomatique qui porte bien plus loin et bien plus longtemps qu'un discours à l'ONU. Pilier 5. Oued Amizour, le zinc stratégique de la Kabylie. Quittons le désert et les grandes plaines de l'Est pour nous diriger vers les montagnes kabyles. Dans les entrailles de la wilaya de Béjaïa se trouve un gisement qui a longtemps fait l'objet de débats, de controverses et de blocages, mais dont le potentiel est maintenant en passe d'être concrétisé. Le gisement de zinc et de plomb de Talla Hamsa, à Oued Amizour. Avec des réserves exploitables estimées à 34 millions de tonnes, c'est l'un des plus importants gisements non exploités de métaux de base en Méditerranée. Ce projet a effectivement été retardé pendant de nombreuses années, notamment en raison de préoccupations environnementales légitimes dans une région de montagne à la végétation dense et à une biodiversité significative. Les populations locales et les associations environnementales avaient exprimé des réserves sur l'impact d'une exploitation à ciel ouvert dans cet environnement. La solution trouvée, une exploitation souterraine limitant significativement l'impact visuel et écologique de surface, a permis de débloquer le projet tout en répondant à une partie des préoccupations environnementales. Une usine de traitement sur site permettra de produire des concentrés de haute qualité. Pourquoi ce projet est-il stratégiquement critique dans l'architecture économique algérienne ? Pour une raison que nous avons déjà évoquée dans le cadre de Gara Djibilet, la cohérence de l'écosystème industriel. Le zinc est le métal essentiel à la galvanisation de l'acier. Sans zinc, l'acier produit à partir du fer de Gara Djibilet ne peut pas être traité pour résister à la corrosion et être utilisé dans les applications industrielles et constructives qui génèrent le plus de valeur ajoutée. Avec Oued Amizour pleinement opérationnel, la chaîne de valeur sidérurgique algérienne devient véritablement intégrée, du minerai brut extrait dans le Grand Ouest jusqu'aux produits finis galvanisés, sans dépendance externe sur un maillon critique de la chaîne. Pour la région de Béjaïa, ce projet représente également un impact logistique significatif sur le port de la ville et une dynamisation économique des zones rurales de la wilaya. Pilier 6. Les terres rares et le lithium. La carte maîtresse pour 2035. Nous entrons maintenant dans le domaine qui est peut-être le plus futuriste des 10 piliers que nous analysons aujourd'hui et potentiellement le plus stratégiquement déterminant pour les décennies à venir. Le monde est en train de basculer à une vitesse accélérée vers l'électrification et le numérique. Les véhicules électriques remplacent progressivement les moteurs à combustion. Les énergies renouvelables, éoliens et solaires, nécessitent des systèmes de stockage à grande échelle. Les équipements de défense de nouvelle génération intègrent des composants électroniques de plus en plus sophistiqués. Et chaque smartphone, chaque ordinateur, chaque système de guidage de précision nécessite des métaux très spécifiques.
Ces métaux, lithium, cobalt, terres rares, sont devenus les nouvelles ressources stratégiques du XXIe siècle, et leur contrôle géopolitique est aujourd'hui un enjeu qui structure les rivalités entre grandes puissances de manière comparable à ce qu'était le pétrole au XXe siècle. L'Algérie a lancé un programme d'inventaire minier massif, utilisant des technologies satellitaires avancées et des techniques de prospection aéroportée pour cartographier l'ensemble de son sous-sol, notamment le Hogar et les autres régions du Grand Sud. Les premiers résultats de cet inventaire sont prometteurs. Des indices de lithium dans des saumures et des formations rocheuses du Sud ont été identifiés. Des terres rares, indispensables pour les aimants permanents des turbines éoliennes, les systèmes de guidage des missiles et les composants électroniques grand public ont été détectés dans certaines zones. Ce n'est pas encore au stade de l'exploitation industrielle établie, contrairement au fer de Garaji-Billet ou au phosphate de Tébessa, mais c'est en cours de caractérisation. Et si les estimations se confirment lors des phases approfondies d'exploration, l'Algérie entre dans le club très fermé des nations qui possèdent les matériaux indispensables à la transition technologique et énergétique mondiale. La dimension géopolitique de cette carte est considérable. L'Europe cherche désespérément à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle actuellement une part dominante de la production et de la transformation mondiale des terres rares. Et l'Algérie, géographiquement à quelques centaines de kilomètres des côtes européennes, se positionne naturellement comme l'alternative idéale si ces réserves se confirment à l'exploration. C'est ici que pourrait se jouer la véritable indépendance technologique de l'Algérie pour le siècle à venir. Pilier 7. Le soleil et l'hydrogène vert. Vendre du soleil au prix du gaz. L'Algérie possède l'un des gisements solaires les plus importants de la planète. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physique et géographique mesurable. Le désert saharien algérien reçoit une quantité d'énergie solaire par unité de surface parmi les plus élevées du monde. C'est une ressource gratuite, inépuisable, disponible 365 jours par an, et ne pas l'exploiter de manière industrielle significative était, pour reprendre l'expression d'un analyste énergétique algérien, un crime économique. Le programme solaire national, avec les tranches successives de 1000 MW et 2000 MW lancées dans les hauts plateaux et dans le sud, n'est que le début d'une ambition beaucoup plus vaste. L'objectif stratégique est de faire de l'Algérie la batterie de l'Europe, un fournisseur d'énergie propre à grande échelle pour un continent engagé dans une transition de décarbonation dont les besoins en énergie importée ne vont qu'augmenter dans les prochaines décennies. Mais l'électricité a un problème fondamental. Elle se stocke et se transporte difficilement de longues distances. C'est là qu'intervient l'hydrogène vert. En utilisant l'électricité produite par les centrales solaires pour électrolyser de l'eau, notamment l'eau de Salé dont nous avons parlé dans le premier pilier, l'Algérie peut produire de l'hydrogène vert, un carburant propre dont la combustion ne produit que de vapeur d'eau, transportable et stockable dans les infrastructures gazières existantes. Et c'est là que réside le génie stratégique de cette approche. L'Algérie possède déjà les corridors gaziers, les gazoducs Medgaz vers l'Espagne, Transmed vers l'Italie, qui relient le pays à ses marchés naturels. Ces infrastructures, avec des adaptations techniques, peuvent être converties pour transporter de l'hydrogène. Le projet South Edge 2 Corridor, qui vise à acheminer de l'hydrogène vert algérien vers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, est sur la table des négociations avec des partenaires énergétiques qui ont un besoin urgent de cette ressource. Des protocoles d'accord ont été signés avec des acteurs énergétiques majeurs. Pour l'Algérie, l'équation économique est remarquable dans sa logique. Au lieu de brûler ses réserves de gaz naturel pour produire de l'électricité pour usage domestique, une destruction irréversible de ressources fossiles exportables, elle produit de l'énergie solaire pour sa consommation interne, libère son gaz pour exportation à haute valeur et vend en plus de l'hydrogène vert à un marché européen prêt à payer le prix. C'est vendre du soleil au prix du gaz et garder le gaz pour la pétrochimie à haute valeur. Pilier 8. L'industrie mécanique et automobile. La fin de la mentalité d'importateur. Pendant des décennies, l'Algérie a importé des milliards de dollars de véhicules neufs et d'occasion, enrichissant les usines européennes, asiatiques et américaines, tout en creusant un déficit commercial considérable et en maintenant une dépendance économique structurelle. Les tentatives précédentes de développer une industrie automobile nationale, basée sur le montage de kits SKD et CKD, sans exigence d'intégration locale significative, ont été, il faut le reconnaître clairement, des échecs coûteux. Des halls de montage où l'on vissait des pièces importées sans créer de véritable tissu industriel local, sans transfert de technologie, sans développement de compétences durables. La stratégie a fondamentalement changé.
La nouvelle approche exige une intégration locale progressive et croissante. Il ne s'agit plus d'assembler des kits importés. Il s'agit de construire un écosystème industriel, des PME algériennes qui fabriquent les sièges, les vitrages, les faisceaux de câbles, les pièces en plastique, les composants mécaniques, en développant progressivement les compétences et les technologies nécessaires. L'usine Fiat à Oran est l'exemple emblématique de cette nouvelle approche. Ce n'est pas un simple hangar de boulonnage, c'est le noyau autour duquel un écosystème de fournisseurs locaux est en train de se développer, lentement, avec des défis considérables, mais dans la bonne direction. Pourquoi cette transformation industrielle est-elle stratégiquement importante? Parce qu'elle crée un tissu de PME industrielles qui développe des compétences transférables. Parce qu'elle génère une demande pour les ingénieurs, les techniciens, les opérateurs qualifiés, un débouché pour la jeunesse algérienne et du pays. Et parce que l'Algérie dispose d'atouts réels pour devenir une plateforme d'exportation industrielle. Une énergie encore relativement accessible, une main-d'œuvre en cours de montée en compétences, une proximité géographique avec les marchés africains en croissance et avec l'Europe. Le Made in Algeria mécanique n'est pas encore une réalité consolidée. Mais les fondations sont en cours de pose. Pilier 9. Le tourisme saharien. Le soft power par la beauté. Permettons-nous un moment d'élargissement stratégique qui dépasse la logique purement industrielle et minière. Le Sahara algérien est, selon un consensus croissant parmi les voyageurs et les experts du tourisme d'aventure, l'un des déserts les plus spectaculaires et les plus préservés de la planète. Le Tassili Nadjer, avec ses formations rocheuses d'une beauté saisissante, ses peintures rupestres vieilles de millénaires, ses canyons et ses dunes, est un patrimoine naturel et culturel d'une valeur inestimable. Pendant des décennies, ce patrimoine est resté largement inaccessible aux visiteurs étrangers en raison des contraintes sécuritaires réelles qui pesaient sur la région, mais aussi d'une politique de visa restrictive qui ne facilitait pas l'accès. La mise en place du visa à l'arrivée pour certaines zones du sud algérien a constitué un signal stratégique important. Et les résultats sont visibles. Les vols directs depuis Paris ou Marseille vers Djanet affichent complet. Les voyageurs qui cherchent l'authenticité, le silence, une expérience de nature préservée, loin du tourisme de masse, ils viennent et ils repartent éblouis. Chaque touriste qui repart avec cette expérience devient un ambassadeur involontaire et puissant de l'Algérie dans son pays d'origine. Il contredit, par son témoignage personnel, des décennies de représentations négatives construites sur des clichés sécuritaires qui ne correspondent plus à la réalité vécue. C'est du soft power pur, et c'est une richesse qui ne s'épuise pas, contrairement au pétrole. Développer le tourisme saharien, c'est aussi créer une économie de services dans des zones reculées qui manquent de débouchés économiques diversifiés. C'est valoriser l'artisanat local, c'est fixer les populations dans des zones dont l'éloignement des centres économiques crée des fragilités. L'Algérie peut développer un tourisme d'élite, authentique et préservé, pas le tourisme de masse bétonnant les côtes, mais une offre haut de gamme qui valorise l'exceptionnel plutôt que de le banaliser. Pilier 10. Le capital humain et l'écosystème start-up, la richesse qui pilote toutes les autres. Nous arrivons au 10e et dernier pilier. Et contrairement à ce que la logique narrative de cette analyse pourrait suggérer, ce n'est pas le plus modeste. C'est peut-être le plus déterminant de tous. Tout le béton, tout l'acier, tout le minerai, tout le soleil, tout cela ne vaut strictement rien sans l'intelligence humaine pour le gérer, l'optimiser, l'innover et le transformer en valeur ajoutée durable. Et l'Algérie dispose d'une ressource humaine que les analyses économiques internationales sous-estiment régulièrement. Une jeunesse nombreuse. Démographiquement, l'Algérie est un pays jeune dans un monde vieillissant. Une jeunesse éduquée. Le système universitaire algérien forme chaque année des dizaines de milliers d'ingénieurs, de médecins, d'informaticiens, d'économistes. Une jeunesse connectée, hyper numérisée, anglophone dans sa partie la plus dynamique, en contact permanent avec les tendances technologiques et entrepreneuriales mondiales. Le gouvernement algérien a créé un cadre institutionnel pour canaliser cette énergie entrepreneuriale. Un ministère dédié aux startups, un fonds d'investissement national, un cadre juridique qui est, sur certains aspects, l'un des plus favorables à l'entrepreneuriat en Afrique.
Les résultats commencent à être visibles. Des succès comme Yassir, la super application algérienne qui a conquis plusieurs marchés africains et arabes, ne sont que la partie émergée d'un iceberg entrepreneurial en formation. Dans les incubateurs d'Alger, d'Oran, de Constantine, dans les campus universitaires et les espaces de coworking qui prolifèrent dans les grandes villes, une nouvelle génération d'entrepreneurs algériens travaille sur la fintech, l'agritech, l'intelligence artificielle, la logistique, l'éducation en ligne. Ce sont eux qui vont optimiser les systèmes d'irrigation saharienne par des algorithmes d'apprentissage automatique. Ce sont eux qui vont gérer les réseaux électriques intelligents intégrant le solaire et l'hydrogène. Ce sont eux qui vont connecter l'artisanat saharien aux marchés mondiaux via des plateformes numériques. Ce sont eux qui vont attirer les investissements étrangers en traduisant le potentiel algérien dans le langage que comprend la communauté d'investissement internationale. Le véritable saut quantique pour l'Algérie n'est pas le passage du pétrole au fer ou du gaz à l'hydrogène, c'est la transformation de sa démographie en dividende économique, faire de sa jeunesse nombreuse et éduquée le moteur d'une croissance qui ne dépende plus des cours des matières premières. Si l'Algérie réussit à retenir ses talents, à créer un environnement assez attractif pour que les ingénieurs algériens formés ici choisissent de construire leur avenir ici plutôt qu'à Paris, à Montréal ou à Dubaï, et si elle réussit à faire revenir une partie de sa diaspora qualifiée, elle dispose d'un carburant de croissance dont les réserves sont, contrairement au pétrole, véritablement inépuisables. Nous venons de traverser ensemble les 10 piliers de ce que l'Algérie est en train de construire. L'eau dessalée qui libère les barrages pour l'agriculture, le Sahara qui devient grenier, le fer de Gara Djibélite qui rugit dans des trains traversant le désert, le phosphate transformé qui nourrit les cultures africaines et méditerranéennes, le zinc kabyle qui galvanise l'acier algérien, les terres rares du Hogar qui positionnent l'Algérie sur l'échiquier technologique mondial, le soleil saharien converti en hydrogène qui voyage vers l'Europe par les gazoducs existants, les usines automobiles qui développent un tissu de PME industrielles, le Tassili qui éblouit les voyageurs du monde entier et les startups d'Alger et d'Oran qui optimisent, innovent et connectent tout le reste. Ce sont 10 chantiers simultanés, 10 paris stratégiques engagés en parallèle, une ambition industrielle d'une cohérence et d'une envergure que l'Algérie n'avait exprimée avec cette clarté depuis l'indépendance. Soyons lucides sur les défis, ils sont réels et nombreux. La bureaucratie reste un obstacle à l'exécution rapide des projets. La gestion de chantiers d'une telle complexité dans des environnements aussi difficiles exige des compétences que le pays est encore en train de construire. La fuite des talents vers l'étranger reste un enjeu structurel non résolu. Les tensions régionales aux frontières sahéliennes créent des incertitudes sécuritaires et la dépendance aux hydrocarbures, même si elle diminue dans la vision, reste la réalité financière du quotidien. Mais la direction est prise avec une clarté qui n'existait pas il y a 10 ans. Les financements sont engagés, les partenariats sont signés, les équipes sont sur le terrain. L'Algérie de 2030 ne sera pas l'Algérie de 2010. La question n'est plus de savoir si la transformation va avoir lieu, elle est de savoir à quelle vitesse et avec quelle efficacité elle va se déployer. Ce géant qu'on avait longtemps réduit à un robinet de gaz et un baril de pétrole est en train de se lever. Et quand un géant se lève, les équilibres autour de lui changent.